Vous voyez, il y a mon chien qui vient de rentrer à grand fracas. Bon, au moins il est là à mes pieds, bien tranquille. Alors, on va attendre patienter que tout le monde soit là. Donc voilà, vous avez déjà, nous avez le titre de l'intervention, l'intestin, notre deuxième cerveau. On va attendre quand même une minute, hein. On commençait à 19 heures pour que les retardataires puissent participer. Donc en attendant, je vous explique le déroulement de la soirée. Donc il y aura une présentation de l'intervenant. On va essayer de tourner autour des questions et puis une place pour l'interactivité, pour poser vos questions, bien sûr, sur la thématique, et nous, sachant que nous avons peu de temps, hein, nous avons 1 heure de temps. Après, on peut avoir d'autres renseignements et d'autres liens, donc on pourra voir ça après l'information que nous allons avoir avec docteur Georges Mouton. Donc nous allons patienter, voilà, merci à vous, merci et bienvenue pour les nouveaux participants. Voilà, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'intestin, notre deuxième cerveau. Alors pourquoi? Parce que dernièrement nous avons vu le microbiote buccal, voilà, qui est tout aussi important. Et le concept justement de ce microbiote buccal, nous l'avons également au niveau intestinal. Donc aujourd'hui, on comprend que tout ne se passe pas dans notre tête. Tout ne se passe pas dans notre tête. Et parmi nos organes digestifs, l'intestin reste le plus complexe. Il n'est pas un simple organe chargé uniquement de la digestion, bien au contraire, il est aussi étroitement relié à notre cerveau. Et c'est en 1999, le professeur Michael Gerson, neuro-entérologue, gastro-entérologue à l'université de Columbia à New York, qui qualifie pour la première fois l'intestin de deuxième cerveau. Des travaux pionniers qui mettent en lumière l'importance de l'axe intestin-cerveau. Alors aujourd'hui, nous recevons Dr Mouton, qui est docteur en médecine et qui est à Liège, donc il a eu son médecine à Liège. Donc aujourd'hui, il est conférencier, auteur, et il va nous parler de l'intestin, notre deuxième cerveau. C'est une thématique très large, bien évidemment. Nous allons quand même rester sur des questions qui ne vont pas prendre plus d'1 heure. Alors merci docteur Georges Mouton d'avoir accepté notre invitation au sein de l'association. Merci de répondre à ces questions car nous sommes vraiment intrigués. On comprend aujourd'hui que l'intestin, il a son rôle et on a compris aussi le lien qu'il avait avec notre cerveau. Alors, pourquoi dit-on que les intestins sont notre deuxième cerveau? Et bonsoir à tous ces participants qui, je vois, consacrent leur vendredi soir à apprendre, ce qui est très bien, surtout quand il fait très beau. Ici, il fait très beau. Je suis au Luxembourg, dans le nord de Luxembourg, où je réside. Et le thème est effectivement, le titre qu'on m'a proposé est effectivement intestin, deuxième cerveau. Ben, écoutez, je trouve que la réponse la plus évidente à apporter à ça, mais il y a plusieurs manières de justifier, vous avez abordé le sujet brièvement, notamment par des publications et des recherches, mais je crois encore plus simplement, moi je le justifierais cette appellation de deuxième cerveau par l'anatomie. Parce qu'en réalité, je vais même moi encore un peu plus loin, mais je suis toujours un petit peu à tendance iconoclaste sur les bords. Je vais jusqu'à appeler le cerveau notre deuxième intestin. Enfin, c'est un peu ridicule, mais pour moi, l'intestin, en fait, vient d'abord. Alors, il y a des faits pour justifier cela. Le premier fait anatomique, c'est la constitution du nerf vague. J'ai appris encore, mais ça remonte à pas mal d'années maintenant, lors de mes études de médecine à l'université de Liège, que le nerf vague était constituait une des 12 paires de nerfs crâniens qui donc envoyaient les signaux, les instructions du cerveau vers tout le système digestif, et pas que les intestins, tout. Plus des branches qui vont vers le cœur. Mais donc, ça donnait l'impression que c'était le cerveau qui commandait à l'intestin. En réalité, ce n'est pas ça du tout.
90% des fibres nerveuses du nerf vague sont afférentes et pas efférentes. Donc, elles vont de l'intestin au cerveau et pas l'inverse. Donc, l'anatomie nous dit tout de suite que c'est l'intestin qui mène la danse et pas le cerveau. En tout cas, dans le domaine de la digestion. Donc, ça, c'est déjà intéressant. Secondo, je vous propose de regarder ça sous un angle de l'évolution des espèces, au fil des âges. Et là, on remonte à des centaines de millions d'années. Ce sont des sciences qui ont été développées de manière impressionnante dans les dernières décennies. Et on connaît maintenant tout un tas de faits. Et il est absolument certain aujourd'hui que les premiers organismes qui ont commencé à évoluer donc des organismes monocellulaires vers des organismes pluricellulaires ont commencé par développer un estomac. Ces premières structures évoluées ont été des structures avec un objectif de digestion. Et c'est bien plus tard, des dizaines de millions, des centaines de millions d'années après, que la sophistication de ces organismes continuant à progresser, on a vu apparaître un système nerveux. Et ce qui a fait le succès, les recettes qui ont permis à ces systèmes digestifs de faire évoluer les espèces vers davantage de capacité, davantage de production d'énergie, davantage de sophistication, ont été réutilisés. Un Français qui se spécialise là-dedans, j'ai oublié son nom, mais j'ai ces informations dans mon livre qui est sous presse. J'ai un livre sous presse qu'on appelle les actualités de la médecine fonctionnelle que vous pourrez trouver sur mon site. Je suis certain que mon hôte aujourd'hui, que je remercie d'ailleurs, j'ai oublié de la remercier au début, c'était la première chose à faire, voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire, vous fournira si vous le souhaitez. Et puis de toute façon, mon site, c'est facile, c'est www.gmouton, donc Georges Mouton, mais en un mot, gmouton.com. Et donc le livre sera disponible sur le site, j'imagine, d'ici une quinzaine de jours. Il est sous presse depuis lundi, donc il est en instance de paraître. J'ai finalisé le livre pendant le confinement, donc c'était bien pour ça, notamment. Et je donne tous les éléments précis. Mais bon, ici, je vous fais ça en résumé. Et donc, ce sont les mêmes procédés qui ont permis le succès du phénomène digestion qui ont été appliqués au développement du système nerveux. Donc, non seulement le système nerveux est venu après, mais il a copié les méthodes qui ont réussi pour la digestion. Donc, je vous dis, l'intestin n'est pas notre deuxième cerveau, c'est le cerveau qui est notre deuxième intestin. Voilà, ça c'est mon côté iconoclaste. Donc, c'est fort ce qu'on dit là. Maintenant, il y a aussi des applications pratiques flagrantes de ça. On pense de nos jours que la maladie de Parkinson commence 30 ans avant de donner des manifestations neurologiques dans les intestins. Donc, les dysfonctionnements sont d'abord intestinaux et remontent le long du nerf vague. Et d'ailleurs, chez la plupart de ces Parkinsoniens, il y a une histoire de constipation qui commence 20 ans avant toute manifestation neurologique. Donc, voilà, ce sont les exemples de cet axe intestin-cerveau. Le terme anglais pour ça est très fort, hein, c'est le gut-brain axis, vous voyez, avec 12 lettres, gut-brain axis. J'espère qu'il y en a bien 12 à peu près, parce que bon, j'ai quand même une grosse journée. J'ai bien travaillé 10 heures d'affilée non-stop, là, je suis à ma 11e heure. Et donc, le gut-brain axis, c'est du très gros. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas la dernière tendance. C'est très, 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 très important. C'est vraiment fondamental.
il y a énormément de choses qui se passent dans les intestins qui vont avoir un impact sur le cerveau. Et d'ailleurs, il y a des questions qui suivent qui vont conforter ça. Voilà. Alors, la deuxième question, quel est le rôle clé du microbiote intestinal? Parce que vous avez parlé Et voilà, du cerveau, hein, il y a le j'étais microbiote. prévenu de cette question. Et donc, un des rôles clés, et je vais vous en donner un exemple tout à fait flagrant, c'est effectivement de manipuler notre cerveau, mais il y a beaucoup d'autres rôles. Hein. Mais ça, c'est un des rôles clés qui confirme, si besoin en était, ce principe du gut-brain axis. Donc, quand vous avez une prolifération de levure intestinale, vous avez une apparition typique de pulsions sucrées. En fait, ce sont les levures qui sécrètent des substances chimiques qui vont influencer votre cerveau pour vous donner une attirance vis-à-vis d'aliments sucrés, car c'est ainsi que les levures se nourrissent. Donc les levures, si vous voulez, elles manipulent votre cerveau pour satisfaire leurs besoins de croissance. Voilà, ça c'est un exemple du rôle du microbiote. Donc par microbiote, on entend la communauté microbienne de l'intestin qui comprend des bactéries surtout, mais aussi des levures. Il y a toujours des levures, mais peu ou prou, parce que normalement il ne doit pas y en avoir trop, mais il y en a toujours un peu. Mais il y a aussi toute une communauté virale, qu'on appelle les phages, qui ont un rôle très important, mais qui est encore en cours d'exploration. On n'en connaît pas encore énormément, mais ça a beaucoup d'avenir. Il y en a qui utilisent les phages, qui ont des projets d'utiliser les phages pour intervenir chez des enfants atteints d'autisme. C'est très... c'est pas encore validé, si vous voulez, mais on en parle pas mal. Il y a aussi des protozoaires, donc des amibes, si vous voulez, autres joyeusetés. Il y a des vers, tous les helminthes, toute cette communauté d'helminthes qui s'est nettement réduite par les modes de vie modernes, mais qui traditionnellement, et évidemment encore dans d'autres régions du monde, sont omniprésents. Bon, maintenant, c'est plus rare d'avoir des vers dans l'intestin, mais ça existe, c'est quand même encore fréquent, notamment chez les enfants. Et on voit chez nos compagnons à quatre pattes, hein, et chez les mammifères en général, que les helminthes font partie de cet écosystème intestinal. Alors, bon, c'est souvent des bactéries dont on parle le plus. C'est vrai qu'elles ont quand même le rôle dominant. Elles produisent tout un tas de substances bénéfiques, y compris des vitamines. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu des prises de sang où on a constaté un excès de vitamine B12 ou B9, qu'on appelle aussi le folate. Et alors, le médecin vous a peut-être demandé si vous preniez des vitamines B et vous dites « Ah non, 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 moi, je n'ai jamais pris de B12 ». Je suis persuadé qu'il ne vous croit pas nécessairement. Il doit se dire « Ouais, bon, elle a pris des vitamines B ». Ce n'est pas nécessairement des vitamines B que vous avez prises. Ça peut être des vitamines B produites par des bactéries intestinales qui, si elles remontent du côlon, normalement, toute cette communauté bactérienne est surtout dans le côlon, et très peu dans l'intestin grêle, mais s'il y a un dysfonctionnement avec cette communauté bactérienne envahit le grêle, là, la vitamine B12 est absorbée. Elle ne l'est pas à partir du côlon, parce que c'est pas comme ça que ça marche. On absorbe à partir du grêle, c'est l'intestin grêle qui a la capacité, qui donne la fonction d'absorption et la fonction de barrière. Mais si le grêle est envahi par des proliférations bactériennes, vous allez avoir une absorption de B12 parce que ces bactéries sécrètent de la vitamine B12. Les bactéries intestinales vont aussi produire des bactériocines qui sont des sortes
d'antibiotiques, si vous voulez, qui leur permettent d'assurer leur dominance sur d'autres espèces bactériennes. En réalité, toutes les propriétés des bactéries intestinales se retrouvent, c'est un peu un des buts recherchés par la prise de probiotiques. Donc, les probiotiques sont des bactéries, pas toujours, mais quand même assez souvent, normalement présentes dans l'intestin humain, mais pas exclusivement, qu'on donne sous forme de compléments alimentaires. Et comme ce sont des bactéries, eh bien, elles vont produire des bactériocines, elles vont produire certains nutriments utiles et qui ne se limitent pas aux vitamines B. Et puis alors, il y a tout un rôle au niveau de l'immunité. Si vous voulez, il y a un crosto qui a une… je ne sais plus trop parler français, moi je vais parler anglais toute la journée. Il y a une relation réciproque entre les bactéries, donc le microbiote intestinal, pour faire court, et la muqueuse intestinale. Les éléments principaux de l'écosystème intestinal, j'ai aussi fait un livre de 512 pages, il y a pas mal de temps, sur l'écosystème intestinal. Celui qui veut peut aussi trouver ça sur mon site si on veut, où le livre est toujours vendu, très bien vendu d'ailleurs, notamment dans les écoles de naturopathie. Enfin, pas dans les écoles, mais on le propose aux naturopathes en formation parce qu'il y a pas mal de fondements sur justement tout cet écosystème intestinal. L'écosystème, c'est en gros ce microbiote et la muqueuse, plus tout le réseau sous-muqueux où il y a énormément de cellules immunitaires. Donc, l'immunité se joue aussi dans les intestins. Bon, voilà, il y aurait probablement beaucoup plus à dire. Mais… Excusez-moi, quand vous parlez de probiotiques, quand on parle de bonnes bactéries, de quoi parle-t-on en fait quand on dit de mauvaises ou de bonnes bactéries? C'est les probiotiques dont vous parlez? Alors, tout dépend comment on utilise ces termes. Dans l'intestin, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries. Donc, il y a une majorité de bactéries qui sont bénéfiques, qu'on pourrait appeler des bonnes bactéries. Il y a d'autres qui sont potentiellement pathogènes, mais qui ne deviennent pathogènes que quand elles pullulent. Donc, la présence de bactéries éventuellement pathogènes en petite quantité est tout à fait normale, mais ce qui est dangereux, c'est d'avoir une prolifération. Et parfois, le terme bonne bactérie sous-entend des probiotiques qui sont des bactéries qu'on apporte de l'extérieur et qui, évidemment, n'ont pas ce potentiel pathogène, qui sont donc des bactéries qu'on voit comme ayant des actions favorables sur différents systèmes. Alors, pour revenir à notre thème quand même, l'intestin, notre deuxième cerveau, et c'est marrant parce que je me rends compte que j'ai suivi un webinaire mardi sans penser à ce soir, mais qui est en fait très connexe, mais là, ce n'est pas moi qui le donnais, c'est moi qui le suivais, c'était en anglais, où on a développé, c'était tout le sujet du webinaire, le thème des psychobiotiques, qui sont des probiotiques spécifiquement choisis. Alors, dès qu'il s'agit de probiotiques, c'est important de se rendre compte que on ne peut même pas parler d'espèces, il faut parler de souches. Les propriétés des probiotiques sont dépendantes de l'espèce, bien entendu, du genre, Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus. Bon, il y a différents genres, mais de l'espèce, bon là, il y en a toute une collection, mais surtout de la souche, parce que même dans une espèce bien spécifique, vous avez différentes souches qui peuvent avoir différentes propriétés. Donc, il y a des souches qui ont des propriétés psychobiotiques et qu'il y a beaucoup de recherches à ce niveau-là pour justement aider des patients et ça part dans toute une série de directions. Il y a notamment des souches microbiennes qui sont bactériennes, qui sont prônées
pour aider les patients atteints de pathologies neurodégénératives, donc notamment Parkinson, voire Alzheimer. Donc, vous voyez, il y a toute une recherche et ça nous connecte de nouveau à notre intestin, deuxième cerveau. Tout ça, on pourrait parler de bonnes bactéries. Oui. Merci. Alors, quel est le lien, justement, vous avez parlé tout à l'heure, dès lors qu'il est perturbé, quel est le lien entre les maladies auto-immunes, l'eczéma et pathologies mentales? Vous avez parlé des psychoprobiotiques, donc ça veut dire qu'il y a quand même des pathologies mentales liées à une perturbation de notre microbiote intestinal. Oui, ce qui n'est jamais qu'un autre reflet de ce gut-brain axis, donc psychobiotique. Hein, donc, il saute le pro, le psychobiotique, sur des probiotiques à visée du système psychique. Mais vous savez, la connexion avec les pathologies mentales, je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure avec la maladie de Parkinson, c'est une notion récente. Hein, c'est sorti il y a 3-4 ans. J'en parle aussi dans mon nouveau livre. C'est marrant parce que je me rends compte aussi aujourd'hui, alors que je n'y aurais pas pensé avant de vous parler ici en direct, que dans ce nouveau livre, il y a pas mal d'articles que j'ai écrits en commentaire de publications scientifiques récentes. Tout ça, en fait, puisque ce livre reprend des articles depuis 2017. Donc, depuis 2017, il y a vraiment une prise de conscience que les grandes pathologies neurodégénératives, qui sont quand même un des gros problèmes de santé de cette population vieillissante, hein, que nous voyons s'agrandir dans nos pays. Et donc, on parle beaucoup du Parkinson et de l'Alzheimer, mais pas exclusivement, il y en a d'autres, sont manipulables par des changements intestinaux et donc une grande importance d'éviter les déséquilibres, les dysfonctionnements intestinaux. On a fait des connexions à la fois avec la dysbiose. Alors, la dysbiose intestinale, dysbiose, hein, je crois que c'est assez intuitif, c'est un déséquilibre des différentes populations microbiennes. On peut avoir une dysbiose bactérienne, une dysbiose fongique, une dysbiose mixte. Oui, pourtant, on va couper mes téléphones. Est-ce que c'est possible que ce truc fonctionne quand même? Mais c'est vraiment bizarre. J'ai coupé le son pourtant. Bon. Mais je crois que si je coupe le son sur mon ordinateur, je vais visiblement couper mon micro. Bon, espérons que ça nous laisse tranquille. Donc, cette dysbiose est un déséquilibre des populations microbiennes avec certaines espèces qui prennent le dessus et avec des conséquences dommageables, notamment ça apporte de l'inflammation, ça peut aussi favoriser ce qu'on appelle le terme vulgaire est leaky gut, hein, intestin poreux. Scientifiquement, on devrait dire une augmentation de la perméabilité intestinale. Donc là, on parle de la muqueuse. Et là, on est dans un phénomène absolument clé qu'il faut absolument que je vous explique brièvement. Donc, j'ai déjà évoqué tout à l'heure, il y a 2 fonctions dans l'intestin grêle. La fonction d'absorption, parce que c'est par là que ça rentre. Hein. On n'a jamais satisfait sa faim en se couchant sur des aliments. On doit quand même les mettre en bouche. On est d'accord? Et ça passe toujours par l'intestin grêle. Et la fonction de barrière. Et cette fonction de barrière, si elle est perdue, on va vers ce qu'on appelle l'intestin perméable ou le leaky gut. Et là, on connecte directement aux allergies, donc les allergies respiratoires, le rhume des foins, indirectement l'eczéma, où il y a ce genre de phénomènes sous-jacents, et les maladies auto-immunes. Tout ça, que ce soit les allergies ou les maladies auto-immunes, ce sont des pathologies où le système immunitaire est exacerbé. Il est en surchauffe.
il est énervé, il est hyperactif et donc il s'attaque aux protéines du soi, c'est l'auto-immunité, ou il s'attaque à des choses que normalement on devrait tolérer. Moi, je tolère les pollens, je tolère les poils de chien. Il y a un chien en dessous de moi, de chat. Je vais peut-être voir apparaître mon chat un peu plus tard. D'habitude, il ne rate jamais un webinaire pour venir se montrer. Et donc, tout ça ne devrait pas irriter le système immunitaire, mais quand il est rendu enragé, c'est vraiment le mot, hein, par cette perméabilité intestinale qui laisse passer énormément d'antigènes de toutes sortes, y compris des aliments incomplètement digérés, enfin, tout est possible, eh bien, on a une surexpression, une hyperactivité du système immunitaire qui fait des choses qu'il ne devrait pas faire. On ne devrait pas être allergique au pollen. On ne devrait pas attaquer des protéines de sa thyroïde, ou, donc ça c'est la thyroïdite auto-immune, ou du système nerveux, ça c'est la sclérose en plaques. On a des maladies auto-immunes qui touchent à peu près n'importe quel organe de l'organisme. On en connaît des dizaines et on est largement au-delà de 100. Mais toutes ces maladies auto-immunes ont comme modus operandi initial, enfin ça c'est une approche typique de la médecine fonctionnelle que je pratique, mais qui a été largement validée, y compris dans les journaux médicaux et scientifiques les plus prestigieux, même si leur prestige a quand même été un peu lézardé récemment, mais là, je vous parle de journaux qui sont plus dans la science fondamentale, et tout ça est validé surtout depuis 2005, avec des articles vraiment qui ont fait date. Donc, tout ce modèle du leaky gut qui conduit à l'auto-immunité et aux allergies est extrêmement utile en pratique. Moi, j'utilise énormément dans ma pratique médicale parce que quand on remet l'intestin en ordre, qu'on referme cette porosité intestinale, eh bien, des patients qui souffraient de fortes allergies au pollen peuvent, ça ne se passe pas du jour au lendemain, il faut probablement plus qu'une saison, mais d'année en année, ils ont moins de réactions, et à un moment donné, ils n'ont plus le rhume des foins. J'ai des patients qui guérissent leur rhume des foins en arrêtant de manger du gluten. Le gluten contient donc un ensemble de protéines. Hein. Le gluten, c'est la partie protéique de certaines céréales, comme le blé, le seigle, l'orge et l'épeautre, bon, pour citer les principales. Le kamut aussi, kamut si vous voulez. Donc, ce gluten contient un ensemble de protéines, dont ce qu'on appelle les gliadines, et les gliadines augmentent la perméabilité intestinale. Donc, dès que vous avez des problèmes d'auto-immunité, on considère qu'il y a une grande probabilité que la perméabilité intestinale soit un acteur de cette pathologie. Moi, j'enlève le gluten et j'ai des résultats spectaculaires. J'ai des résultats spectaculaires sur les maladies auto-immunes, mais j'en vois aussi sur les allergies. J'ai des patients qui avaient du rhume des foins, ils ont arrêté le gluten pour des raisons objectives, je fais des tests, etc. Plus de rhume des foins. Oui, c'est un bel exemple du rôle clé de l'intestin. Alors, pour parler un peu peut-être de la peau, il y a énormément de pathologies cutanées qui se soignent par un assainissement de l'écosystème intestinal. Alors bon là, sans entrer, parce que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire en tant que tel. Hein, d'ailleurs, figurez-vous qu'il y a quelques années, j'ai été invité par la Société dermatologique malaisienne. J'ai fait un aller-retour à Kuala Lumpur pour présenter toute la recherche sur les probiotiques préconisés pour combattre l'eczéma. Ce sont des publications qui
qui sont assez solides scientifiquement. De nouveau, c'est certaines souches, etc. Alors là, l'exemple que je vais vous donner, encore une autre analogie, je crois, qui est assez forte, c'est la notion du donut, le beignet avec un trou au milieu. Ok, bon, je ne sais pas trop comment vous dites en France. Bref, je dis donut. Parce qu'en réalité, si vous pensez au corps humain, le tube digestif, c'est le trou au milieu et tout l'extérieur, c'est la peau. Sauf que le donut humain est extrêmement déséquilibré parce que il y a moins de 2 mètres carrés de peau et il y a 500 mètres carrés, un peu moins pour les petits gabarits, ça dépend un peu de votre corpus, de votre envergure, mais on est dans des centaines de mètres carrés de surface intestinale quand on a déplié toutes les structures là qui sont énormément plissées, replissées, re-replissées. Bon là, j'ai des belles dias et tout ça, mais ça prendrait trop de temps. Donc, 2 mètres de peau, c'est l'extérieur du donut et des centaines de mètres carrés d'intestin au milieu, mais c'est un continuum, hein, parce que votre peau est à l'extérieur et puis si vous passez la lèvre, la partie extérieure de la lèvre, c'est de la peau, mais la partie intérieure de la lèvre, c'est de la muqueuse. Et ça, c'est le début du tube digestif. Et donc, tout ça est un continuum. Donc, si vous avez 500 mètres carrés en feu, là à l'intérieur, dans le tube digestif, typiquement la muqueuse de l'intestin grêle, c'est là qu'il y a toute cette surface gigantesque à cause du plissement qui a pour but d'absorber sur une très grande surface pour augmenter l'efficacité d'absorption. Si vous avez le feu sur 500 mètres carrés, qu'est-ce que vous allez apaiser sur 2 mètres carrés d'eczéma? Vous allez mettre des pommades. Bon, c'est évidemment quelque chose qu'on peut envisager, mais si ça ne suffit pas, si vous n'avez pas de résultat, ou si ça revient perpétuellement, il va falloir aller vous intéresser au cœur du donut en se rendant bien compte que c'est un drôle de donut parce qu'il est 250 fois plus grand du côté interne que du côté externe. Et donc, vous n'avez aucune chance de résoudre les problèmes à l'extérieur du donut si vous ne vous attaquez pas à l'intérieur. Alors, s'attaquer à l'intérieur du donut, c'est quoi? C'est quand même, on peut parler des probiotiques, etc., mais on doit quand même envisager les changements alimentaires. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vous donne l'exemple du gluten. Si vous avez l'intolérance au lactose, vous n'êtes pas au courant, vous allez boire du lait, ne vous étonnez pas d'avoir de l'eczéma. L'eczéma est favorisé par les produits laitiers parce qu'il y a l'intolérance au lactose chez certains. Il peut y avoir des allergies, des réactions immunitaires de différents types à certaines protéines des produits laitiers, la caséine, la bêta-lactoglobuline, l'alpha-lactalbumine. Tout ça peut être documenté et vous avez différents cas où différentes personnes réagissent vis-à-vis des produits laitiers pour différentes raisons. Mais n'empêche que si vous supprimez ces produits laitiers, vous allez peut-être résoudre un problème cutané. Et donc ça, c'est le rôle prépondérant de l'intestin. D'ailleurs, le titre de ce livre que j'ai écrit sur l'intestin au début du siècle, celui-ci, hein, bon, n'exagérons pas, mais enfin, c'est un livre assez pionnier que j'ai écrit en 2002. Bon, il a fallu 2 ans, donc il a été publié en 2004. C'est écosystème intestinal et santé optimale, parce que moi, je dis toujours, quand l'intestin va, tout va. Alors, vous privilégiez donc sans lait, sans gluten. Écoutez, alors, bon, là, je vous arrête, parce que je vous ai donné des exemples, mais je ne privilégie rien du tout, moi. Moi, je teste un individu donné, enfin, j'écoute, hein, je vois d'abord ce que la personne mange, et donc j'explore ça. Tout est possible, hein. Vous aurez parfaitement la possibilité de trouver un patient qui a des problèmes cutanés, pour reprendre cet exemple-là, qui n'a aucun problème avec le gluten, qui n'a aucun problème avec les laitages et qui est allergique aux œufs. Je veux dire que, quelque part, il faut vraiment, au cas par cas, rechercher les aliments qui mettent l'intestin
en état inflammatoire, retirer ces aliments-là, et on peut avoir des bénéfices dans une énorme gamme de pathologies, y compris des problèmes psychiques, voire psychiatriques. Il y a des schizophrénies qui guérissent, des schizophrénies sévères, diagnostiquées par des psychiatres, qui disparaissent en enlevant le gluten. Ce n'est pas la règle, ça n'arrive pas toujours, parfois il y a des améliorations partielles, il y a des guérisons documentées, totales, de schizophrénie en retirant le gluten. Le gluten a un gros passif d'impact psychologique ou psychiatrique, voire simplement des choses plus légères, d'émotivité ou tendances dépressives, etc. Le gluten, c'est lourd, hein. Il y a une gamme de problèmes possibles, mais il ne faut pas retirer le gluten chez tout le monde. Alors, ce que vous pouvez faire pour quand même rebondir sur ce que vous venez de me suggérer ou commenciez à dire, je ne vous ai pas laissé parce que je n'aime pas ces généralités-là. Bon, on peut toujours proposer à quelqu'un d'essayer de se passer des laitages et du gluten pour voir si ça va améliorer. Et c'est vrai que ça peut améliorer pas mal de choses. La difficulté, la raison pour laquelle je n'aime pas trop de dire ça comme ça, de but en blanc, dans une petite présentation sympathique et à la bonne franquette comme aujourd'hui, c'est bien beau d'enlever, mais vous remplacez par quoi? Parce que enlever le gluten, ça ne pose aucun problème pour autant que ce soit remplacé par des aliments sains. Si vous remplacez, vous mettez des biscuits sans gluten bourrés de sucre, etc., ou du pain sans gluten qui n'est pas de bonne qualité, tout ça, où il y a beaucoup de sucre, bon, bref, les critiques qu'on peut faire au régime sans gluten, c'est surtout parce que le remplacement est mal fait. Okay, moi, je ne remplace jamais le gluten par du grand n'importe quoi. On entend dire, oui, il y a un plus grand risque de diabète. Ben oui, si vous mangez des cochonneries sans gluten, ce n'est pas une très bonne idée. Mais ça doit être fait de manière, disons, professionnelle, avec une certaine guidance. Mais vous pouvez peut-être aussi trouver des ouvrages qui vous aident, hein, ou demander conseil. Hein. On est quand même dans l'idée que personne n'est connaisseur ou sachant en tout et qu'il est bon de demander conseil à des professionnels si on veut augmenter les chances de réussite. On a bien compris, docteur Georges Mouton, que c'est du cas par cas, c'est demande de bien avoir avec un questionnaire. Protocole. Moi, jamais de protocole. Hein, donc, voilà, questionnaire bien précis, individuel. avec des analyses et qu'on ne peut pas donner de recettes miracles, nous l'avons bien compris. Alors, une fois que pour savoir s'il y a des allergies, est-ce que vous envoyez faire des tests chez l'allergologue? Mais, si vous voulez, les allergologues sont surtout spécialisés dans… j'envoie chez l'allergologue pour les prick tests cutanés parce qu'ils sont vraiment experts et ils ont tout le matériel, etc. Et c'est une partie de l'information. Mais, vous savez, le système immunitaire, c'est complexe. Vous pouvez avoir des réactions alimentaires néfastes vis-à-vis d'un aliment avec des immunoglobulines E, des IgE, et alors les tests cutanés sont performants, mais il y a aussi, et j'utilise moi, les réactions à immunoglobulines G, à IgG, qui sont souvent décriées par les allergologues. Je comprends pourquoi, parce que ça a eu une mauvaise réputation initialement. La qualité des tests IgG au départ, quand c'est sorti dans les années 80, donc il y a longtemps, était vraiment mauvaise et ce n'était pas du tout fiable, ce n'était pas reproductible. Alors, des tests qui ne sont pas reproductibles, moi je ne voulais pas y toucher. Mais dans les années 90, sont sortis des tests reproductibles que j'ai commencé à utiliser, qui sont extrêmement fiables, que j'ai toujours utilisés, et c'est un de mes outils thérapeutique majeur. Je ne vois pas me passer de ça pour aider un patient dans un cas difficile. Donc, et ça, les allergologues, en général, ils n'aiment pas. Quoique, je crois que ça commence à être mieux accepté.
Mais il y a eu un rejet de ça et malheureusement, les stigmates restent. Et puis alors, bon, il y a évidemment tout ce qui est lactose. Ça, ce n'est pas des allergies, c'est ce qu'on appelle une intolérance. Là, ça peut être testé par des tests d'haleine ou il y a un test génomique. Moi, je fais le test génomique, le gène LCT. On sait tout de suite s'il y a une intolérance génétique au lactose ou pas. Et puis alors, pour le gluten, bon, c'est encore plus compliqué. Là, il y a toute une panoplie. On peut être allergique au blé, on peut être allergique à la gliadine. On peut avoir différents types d'anticorps contre la gliadine, des IgG de nouveau, mais des IgA. Alors, les IgA, ça, c'est reconnu par les médecins classiques. Donc, oui, il y a des domaines où ça se recoupe ou pas. Et puis, alors, il y a aussi des IgA. Bon, ça, c'est le nouveau test qui est vraiment considéré comme le plus le plus emblématique du diagnostic de la maladie cœliaque, qui sont les IgA antitransglutaminase. Il y a aussi les IgA anti-endomysium. Bon, il y a pas mal de tests qui tournent autour de la sensibilité au gluten, voire de la maladie cœliaque. Et parfois, il faut en faire différents parce qu'il y en a un qui va être positif, l'autre pas. Il suffit évidemment d'un qui est positif, nettement positif, pour se rendre compte qu'il y a un problème. Et donc, l'allergologue, si vous voulez, il peut résoudre une partie des problèmes, mais peut-être pas tout. L'allergologue n'est quand même pas totalement focalisé sur l'ensemble de ces problèmes de réaction indésirable vis-à-vis des aliments qui sont complexes. Par exemple, vous avez des gens qui réagissent au sulfite ou au monoglutamate sodique, au MSG, et ça, ce sont des intolérances. Il n'y a pas de phénomène allergique, il n'y a pas de phénomène immunitaire. Bon, c'est un sujet complexe, hein, mais certains allergologues maîtrisent tout ça. Moi, à Londres, j'ai un allergologue grec avec qui je collabore, qui, lui, comprend l'ensemble de ces problèmes, parce que le problème, si vous avez un allergologue qui ferme une porte, après, vous ne savez plus la rouvrir. Vous voyez, c'est un peu le problème du manque de collaboration ou du manque d'ouverture d'esprit auquel parfois les médecins fonctionnels comme moi se heurtent. Donc, il faut peut-être trouver les bons partenaires pour explorer ces patients-là de façon complète. Mais ça peut être très compliqué. Mais en tout cas, deux principes. Un, l'aliment d'un individu peut être le poison d'un autre. Hein, c'est Hippocrate qui a dit ça en grec. Hein, bon, il n'a peut-être pas dit exactement dans ces termes-là, mais c'est ça que ça veut dire. Et d'autre part, il n'y a pas une diète qui va convenir en général. Moi, je dis souvent à mon patient, pour vraiment lui faire comprendre que ce qui va fonctionner pour lui, c'est la diète suivie de son nom. Okay? Je ne crois pas aux diètes, aux protocoles de différentes approches alimentaires standardisées. Je ne crois pas à la standardisation, je crois à l'approche individuelle. D'accord, très bien. Mais alors, vers quel médecin devons-nous nous tourner pour faire ces tests justement d'intolérance alimentaire? Donc, il y a aussi le gastrologue, je pense, qui peut aussi essayer. Oui, mais de nouveau, en fonction évidemment de la région, de l'environnement, etc., il faut essayer de trouver les bonnes connexions. Remarquez qu'il y a aussi des non-médecins, des nutritionnistes, des naturopathes qui sont quand même très bien documentés sur le sujet, qui auront peut-être besoin de l'aide d'un médecin, qui peut être le médecin traitant, hein, s'il y a une bonne entente pour faire certains tests. Mais d'autres tests sont accessibles à des non-médecins parce que certains de ces tests sont fournis par des laboratoires fonctionnels. Ça dépend du pays aussi. Hein. En fait, en Angleterre, les nutritionnistes peuvent faire des prises de sang. En France, je suis moins persuadé.
mais ils peuvent avoir des collaborations avec des médecins. C'est un peu le parcours du combattant, hein. Je crois que on peut recommander aux patients d'un peu chercher par eux-mêmes, se documenter, trouver les bons partenariats par Internet. Hein, vous allez trouver des connexions, mais ce n'est pas toujours évident. Je ne suis pas contre le fait d'essayer, si vous êtes certain de remplacer ça correctement, un régime sans produits laitiers ou sans gluten. Mais quand vous commencez à enlever les deux, le remplacement devient un peu plus problématique. Mais vous pouvez quand même essayer. Alors bon, si vous sentez que ça a un rôle, alors là, essayez de vous faire aider de manière à confirmer et à être certain que le nouveau plan alimentaire soit bien géré. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il y a tout un tas de problématiques de santé qui n'ont pas l'air de venir de l'intestin ou de la digestion, qui sont en fait solutionnables par une meilleure santé intestinale. Parce que votre médecin traitant n'aura pas toujours cette approche-là. Vous pouvez préparer le terrain et alors peut-être que votre médecin traitant vous aidera si vous lui prouvez qu'effectivement il y a un lien. Hein, oui, la médecine fonctionnelle en France n'est pas florissante, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pour ça que je fais le livre, hein, c'est pour avoir des éléments scientifiques et faire progresser ça. Ce n'est pas que moi je vais soigner tout le monde, il faut que d'autres médecins s'interpellent et se disent ah bon, il y a quand même des preuves scientifiques dans tout ça. Bon, on va indaguer dans ces directions-là. Aux États-Unis, la médecine fonctionnelle est beaucoup plus puissante. Hein. Il y a 5 millions d'Américains, au bas mot, probablement 10 millions d'une manière peut-être moins systématique, qui se soignent par la médecine fonctionnelle. Alors évidemment, c'est un pays très peuplé, mais à l'échelle, si on ramenait ça à l'échelle de la France, il y aurait 1 million de Français qui sont soignés par les médecins fonctionnels, on aurait beaucoup moins de difficultés pour trouver quelqu'un qui peut vous aider. Ça reste une niche parce que, si vous voulez, le paradigme dominant, c'est de vous dire, tant que vous n'avez pas une maladie déclarée et qu'on peut soigner avec des médicaments, on ne fait rien. Ça, c'est le paradigme dominant. Je vous parle ici d'une nouvelle tendance qui doit encore se conquérir de nouveaux adeptes. Pour le moment, ça reste assez discret comme succès. Mais voilà, la preuve, hein, regardez ici, tout cet intérêt pour l'intestin. Et forcément, si on parle d'intestin, on parle d'aliments, hein, puisque c'est évidemment par là que ça passe. Tout à fait, merci. Alors, on a également parlé que l'intestin était le siège de nos émotions. Pourquoi on parle de justement de je crois qu'en développant le thème du gut-brain axis, voilà, les psychobiotiques, des probiotiques. De toute façon, écoutez, la langue française est truffée de ça. Je ne vais pas les citer, la plupart sont un peu ordurières ou grossières. On va voir la boule au ventre, par exemple. Non, mais il y a toutes les expressions possibles, imaginables, hein, qui sont tout à fait vraies. Et d'ailleurs, vous savez, typiquement, vous allez, enfin c'est un peu dans les films, mais bon, il y a du vrai. Vous allez voir quelque chose d'absolument horrible. Bon, les gens vomissent. Bon, personnellement, je n'ai jamais vraiment, j'ai peut-être pas vu des choses assez horribles. Je suis peut-être trop habitué. Les sportifs avant leur épreuve, je me suis beaucoup occupé de cyclistes. Ils peuvent avoir la diarrhée avant la course. Il faut qu'ils aient cette diarrhée avant la course tellement ils sont stressés. Mais c'est peut-être quand ils sont jeunes et puis après ils sont un peu habitués puis ça ne se passe plus. Donc évidemment, mais la langue française en est un très bon témoin. Mais de nouveau, ne croyez pas que c'est le cerveau qui est super dominant là-dedans. Les intestins
et l'estomac et le côlon, enfin tout le système digestif, le pancréas aussi, tout le système digestif sécrète des dizaines d'hormones qui vont remonter et influencer notamment l'hypothalamus pour créer toute une série de boucles nerveuses. Et donc, il y a un système nerveux propre à l'intestin qui est le système nerveux entérique, qui contient des centaines de millions de neurones, évidemment beaucoup moins que le cerveau, mais ça reste quelque chose de sophistiqué. Et donc, tous les neurotransmetteurs qu'on a identifiés au niveau du cerveau, vous avez entendu parler de la dopamine, vous avez entendu parler de la sérotonine, vous avez entendu parler de l'adrénaline, tout ça est produit aussi par les intestins. Hein. Et alors, pour parler de la sérotonine, je crois que c'est quand même assez connu parce qu'il y a des liens avec la dépression, etc., ou avec les pulsions alimentaires, enfin, c'est tout un domaine. L'intestin produit beaucoup plus de sérotonine que le cerveau. Hein. On parle d'un rapport de 10 contre 1 ou bas mot. Donc, oui, intestin, siège des émotions, gut-brain axis, et je mets toujours l'intestin en premier dans toutes mes formulations. Alors, vous avez parlé d'alimentation, hein, vous avez parlé intestin, ça veut dire alimentation, bien choisir ce qu'on mange, on est ce qu'on mange apparemment. On est ce qu'on mange, c'est juste. Vous m'avez dit général. Et l'alimentation de l'un ne convient pas à l'autre. Et alors là, moi, j'ai des protocoles qui sont en train d'évoluer plus, mais ce que je peux peut-être dire, c'est de suivre ma chaîne vidéo sur YouTube pour en apprendre plus. J'ai toute une série de vidéos pour le moment postées sur le jeûne intermittent, qui est tout un thème, on pourrait en parler un soir, un jour, enfin, si c'est un soir, c'est pas un jour, mais dans un avenir à déterminer. Mais vous pouvez aller écouter les capsules vidéo sur ma chaîne YouTube. Il y en a 3, la 4e est en train de sortir. J'ai déjà envoyé une annonce. Je crois elles ont pas mal les gens sont très intéressés par ce thème-là. Mais le thème à venir, dans les semaines qui vont suivre, c'est la génomique. Donc, il y a un test génomique que je vais évoquer très bientôt, probablement j'ai déjà enregistré la vidéo, je n'ai plus qu'à la publier, où il y a un gène qu'on appelle le gène ApoE qui va avoir un impact énorme sur des grandes orientations alimentaires, notamment dans l'équilibre entre les graisses et les hydrates de carbone. Il y a des patients qui doivent manger plus de graisse que d'hydrates de carbone en fonction de leur génomique. Et figurez-vous que ce génotype-là est dominant. Donc, il y a plus de gens qui ont besoin de manger beaucoup de graisse, peu d'hydrates de carbone, que des gens qui peuvent équilibrer les deux. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait personnaliser parce que, voilà, vous avez un génotype ApoE, on ne va pas le changer. Donc, si on ne le connaît pas, on risque de faire des erreurs. Donc, il faudrait pouvoir être orienté. Donc, la personnalisation de l'alimentation est la voie du futur et pour ça, il faut évidemment documenter. C'est un test génomique, ça coûte 40 €. On fait ça une fois dans sa vie, on connaît l'information, ça y est. Vous voyez, ce n'est pas toujours nécessairement des choses coûteuses, mais là, évidemment, c'est assez avant-gardiste d'utiliser l'ApoE, mais c'est pour ça que vous entendez tout et son contraire. Vous entendez des gens qui perdent du poids en mangeant végétarien et d'autres qui perdent du poids en mangeant une alimentation haute en graisse et en restreignant fortement leurs hydrates de carbone. Donc, Ça dépend du métabolisme, je pense que ça joue énormément. Oui, mais on disait ça dans le temps, hein, mais en réalité, bon, ça reste un peu vague comme ça. En pratique, on fait quoi? Eh bien, moi, en pratique, je sais bien que quand je détermine le génotype ApoE, je peux donner cette indication et que je fais maigrir des gens en leur faisant manger plus gras
et d'autres en leur faisant manger moins gras parce qu'ils appartiennent à des génotypes différents. Et donc, il faut… Le danger, ce sont les médecins qui ont une espèce de recette en laquelle ils croient, qui marche peut-être d'ailleurs pour eux-mêmes, et c'est ça qu'ils veulent appliquer à tout le monde. Mais le problème, c'est qu'on est tous différents. Tout à fait, tout à fait. Vous avez soulevé donc on est unique, différent. Et je voulais poser la question par rapport à l'enfant. Comment justement, dès la naissance, justement protéger ce microbiote intestinal chez l'enfant pour que plus tard, justement, il ne développe pas toutes ces pathologies d'eczéma, d'allergie, d'intolérance alimentaire. Oui, mais là, les grands principes, les grands thèmes classiques restent d'importance. Hein. C'est éviter les césariennes s'il n'y a pas évidemment de risque. Bon, il y a la césarienne en urgence, qui n'est évidemment pas à remettre en question, pas hésiter. Mais les césariennes de confort, où on programme ça le lundi à 9 h parce que quelque part on a peur de l'improvisation et le gynécologue ne veut pas être, ou enfin, le gynécologue ne veut pas être dérangé trop les nuits et les week-ends. Bon, écoutez, ça ne va pas. Le lait maternel reste super important, super important. Okay, il faut tout faire pour en donner le plus longtemps possible. Peut-être pas exclusivement, parce qu'évidemment, il y a des grosses contraintes, mais ou en tout cas, au début, ça c'est certain, 3 mois minimum, 6 mois si possible. Bon, ça devient peut-être déjà plus compliqué si on travaille, mais de garder un apport de lait maternel le plus longtemps possible, complété par évidemment des apports exogènes. Pas d'antibiotiques dans la première année, sauf raison valable, parce que les antibiotiques dans la première année de vie, bon, de nouveau, s'il faut, surtout ne pas faire du négationnisme, mais en donner pour tout et rien, non, ça c'est catastrophique. Pour une otite, on ne donne pas des antibiotiques à des petits gosses pour une otite. Pas d'emblée, pas d'entrée de jeu. On peut surveiller l'otite. Je ne dis pas que parfois on devra en donner, mais on devra en donner une fois sur 10 ou une fois sur 20. En général, on ne devra pas en donner, etc. C'est des gros principes, ça. Antibiotiques. Alors, tous ces traitements des reflux avec des antiacides puissants, des inhibiteurs de pompe à protons et tout ça, il faudrait peut-être mieux chercher la piste alimentaire, voir s'il n'y a pas. L'enfant, voir la maman, parce que si la maman allaite, peut-être que la maman doit arrêter les produits laitiers, voir ce que ça peut donner, voir arrêter le gluten, voir ce que ça peut donner. Et alors, le gosse n'a plus ce reflux et ne doit pas prendre des IPP. Il y a beaucoup trop de gosses qui on donne des IPP. C'est normal que le gosse produise de l'acide dans son estomac. Pourquoi est-ce qu'on devrait supprimer ça? Il y a peut-être des changements alimentaires à faire en premier lieu. D'accord, très bien, docteur. Donc, je pense qu'on a écoulé notre temps. On va laisser la parole. Vous deviez avoir reçu des questions, docteur Mouton. Je pense que vous en avez déjà reçu. Hein. Donc, voilà. Oui, j'en vois. Il y en a certaines, évidemment, à laquelle Bah oui, donc des réponses pour le peut… mail, on vient de le dire, pour le blog du docteur Mouton et ce que vous venez de parler. Donc, on le donnera via le mail hein, pour éviter justement de perdre du temps. Donc, on va passer au… D'accord, c'est quelque chose que vous pouvez communiquer à Voilà, tout à fait. tous vos participants. Hein, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, les tests d'intolérance alimentaire, donc je vois une question là-dessus. Ça, c'est ce que j'ai appelé les dosages d'anticorps IgG. Alors, le vocabulaire là est très trompeur parce qu'on ne devrait pas parler d'intolérance alimentaire quand on fait des tests IgG. On devrait parler d'hypersensibilité alimentaire parce que l'intolérance, c'est le lactose, c'est les sulfites, c'est le MSG, bref, je confonds l'acronyme anglais, l'acronyme français, c'est horrible parce qu'ils sont inverses. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, ce sont de vraies intolérances parce qu'il n'y a pas de phénomène immunitaire identifié.
Par contre, les fameux tests d'intolérance alimentaire sont en fait des tests allergiques, mais où on dose les IgG. Si ce sont des tests IgG quantitatifs, sanguins, par des laboratoires vraiment performants, qui font d'ailleurs aussi les tests IgE, ils sont intéressants. Ils sont trop souvent négligés ou, comment dire, critiqués parce qu'en réalité, moi, je me sers beaucoup de ça et j'améliore le climat intestinal, je diminue l'inflammation intestinale en me servant de ça. Je m'en sers systématiquement, mais faites attention à la qualité, à la reproductibilité. Hein, si vous faites le test 2 fois, vous avez des résultats différents, on oublie tout de suite. Mais si c'est chiffré et vous avez des valeurs très comparables, là vous êtes sur quelque chose de sérieux et qu'il faut utiliser. Et ça se trouve, hein, différents labos le font. Oui, le test génomique, on peut le faire. Enfin, écoutez, c'est pas un secret d'État, hein, c'est le test APOE, A-P-O-E. Mais tous les médecins n'utilisent pas la génomique. Ceci dit, il y a des gens qui font des tests génomiques globaux, hein, 23andMe, enfin, c'est de plus en plus tendance, hein, vous avez le déchiffrement complet du génome, ben évidemment l'APOE est dans le lot, hein, il y en a 22 000 des gènes, hein, c'est l'APOE. Donc il y a un tas de firmes, et d'ailleurs c'est des firmes qui peuvent vous fournir ça en bypassant les médecins, mais ce n'est pas évidemment ce que je conseille nécessairement, mais éventuellement si vous voulez l'information, il y a moyen d'aller la chercher, il y a moyen de connaître votre génotype APOE. Alors là, pour mettre ça en pratique, mais pour l'APOE, écoutez, je vais faire des capsules, je vais faire des vidéos quand même bien détaillées sur l'APOE. Guettez ma première vidéo que j'intitule Vive la génomique. Elle est enregistrée, j'attends un petit peu, je la lancerai juste avant les vacances pour que ça occupe l'esprit. Enfin bon, les vacances, bref, si vacances il y a. Et c'est assez fascinant. Maintenant, c'est très novateur, hein, la génomique, mais c'est l'avenir parce que pour la personnalisation, c'est imbattable. Vous n'allez pas changer les gènes, vous allez changer l'alimentation, vous allez changer les paramètres sanguins, vous allez remonter, diminuer le cholestérol, la glycémie, vous allez faire tout ce que vous voulez. Le gène, vous n'allez jamais le changer. Donc, il faut connaître pour s'adapter au gène. On ne va pas adapter le gène à nos envies. Alors, il y a une autre patient qui pose la question: je souffre de l'Helicobacter pylori depuis plus de 20 ans. Serait-il possible de nous expliquer les origines de cette bactérie? Et que proposez-vous comme traitement, sachant que mon médecin traitant est pour un arrêt du traitement? Bon, ça c'est intéressant parce que l'Helicobacter pylori, ça c'est vraiment la question piège. Hein. Moi-même, si je pouvais me faire une opinion définitive, je voudrais bien. J'oscille depuis des années entre des phases, comme ça, j'ai mes cycles. Hein. C'est une sinusoïde où je me dis parfois, oui, quand même, hein, je vois quand même des patients chez qui on attaque vigoureusement l'Helicobacter pylori avec une antibiothérapie multiple, une trithérapie, une tétrathérapie, 3 ou 4 antimicrobiens pris en même temps pendant une semaine ou deux, c'est quand même assez brutal, et qui ont un bénéfice de ça. Ils avaient peut-être des douleurs, ils avaient peut-être une série de problèmes digestifs qui s'améliorent. Mais par contre, je trouve quand même très alarmant, par exemple, de savoir qu'au Maroc, je suppose qu'il doit bien y avoir des participants d'origine marocaine ce soir, j'espère, ils sont peut-être algériens ou je ne sais pas quoi, mais au Maroc, eh bien, il y a une majorité de la population qui est Helicobacter pylori positive. Alors, qu'est-ce que vous faites de ça? Hein? Qu'est-ce que vous faites de ça? Donc, l'Helicobacter pylori peut devenir pathogène, je suppose, quand il se multiplie, mais s'il est à bas bruit, il n'est pas nécessairement pathogène. Donc, je crois que l'Helicobacter pylori, encore une fois, il faut faire du cas par cas. Il faut peut-être être agressif si on a vraiment l'impression qu'il pose des problèmes.
mais je ne suis pas certain qu'il faille être toujours aussi agressif. Parce qu'alors, on peut aussi essayer de le combattre avec des probiotiques, notamment le Saccharomyces boulardii, donne des résultats. La berbérine donne des résultats. J'utilise énormément la berbérine. Je ferai des vidéos aussi sur la berbérine, probablement un peu plus tard dans l'année. J'ai des articles sur la berbérine dans mon livre à venir. On peut utiliser des moyens naturels pour essayer de contenir l'Helicobacter pylori. Si on n'a pas trop de crainte, je ne dis pas qu'il faut nécessairement aller contre l'avis des gastro-entérologues, mais bon, il faut être raisonnable et pas attaquer les mouches au bazooka. Okay? Si c'est des mouches, ben, écoutez, utilisez des plantes, utilisez des probiotiques, faites des cocktails, faites-le plusieurs fois, prenez le temps. Et je crois qu'on pourrait avoir des résultats thérapeutiques. Donc, c'est un sujet délicat. Cet Helicobacter pylori n'est pas nécessairement un pathogène. Ça peut être un saprophyte, donc ça peut être symbiotique. Est-ce que l'intestin peut combler le manque de myéline d'un patient atteint de la maladie de Parkinson? Bon, alors, le problème, si vous voulez, avec le Parkinson, c'est que comme il faut 20, 30 ans, bon là, la question est un peu médicalement un peu bancale, si vous me permettez l'expression, parce que le manque de myéline, c'est dans la sclérose en plaques, qui est une maladie auto-immune. Et le Parkinson, c'est un manque de dopamine qui résulte d'une neuroinflammation. Donc, bon, à mon avis, il y a deux questions séparées. Si on s'en tient à la maladie de Parkinson, c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir venir en amont. Et alors, mon conseil, parce que vous savez, un Parkinson établi, bon, on peut améliorer, il y a des améliorations dans les Parkinson avec des diètes sans gluten, sans laitage, tout ça peut aider. De nouveau, pas de protocole, du cas par cas. Mais moi, mon conseil, c'est de prévenir le Parkinson. La constipation ne devrait jamais être tolérée. Je ne tolère pas qu'un de mes patients reste constipé. Ça me rend dingue. Je vais toujours chercher de nouvelles solutions naturelles, pas des laxatifs à outrance, parce que ça c'est un cercle vicieux. Mais je vais toujours travailler, chercher les causes, 36 interventions alimentaires, d'hydratation, de fibres, de probiotiques, de fibres de style psyllium, de certaines plantes ayurvédiques, enfin, il y a une masse de trucs. Puis alors le magnésium, le citrate de magnésium, la vitamine C, tout ça peut aider. Et puis alors, les sports, bouger, l'hydratation. Mais la constipation, il faut refuser. La constipation, c'est la mort dans le côlon, et un côlon en train de se détériorer peut aboutir longtemps après à des atteintes cérébrales, ce qui est un peu l'illustration de notre thème du soir, intestin, deuxième cerveau. Donc, mesdames, parce que c'est vrai qu'il y a plus de femmes qui en souffrent et qui sont vraiment handicapées par ça, mais évidemment, messieurs aussi, n'acceptez pas d'être constipés. La normalité, c'est au moins une selle par jour, tous les jours. Dès que vous passez des jours, pas bon. 5 jours sur 7, moi, pas content. OK? Merci. Alors, une autre question. Mon enfant de 2 ans fait de l'eczéma à cause du lait de vache. Par quoi puis-je le remplacer? Oui, bon, ça c'est bien. Ça illustre un peu ce que je disais tout à l'heure. Pour ce cas concret, on pourrait essayer, pourquoi pas essayer du lait de chèvre. Parfois, ça marche. Il suffit de passer de la vache à la chèvre, voire du lait de jument. À Londres, on voit beaucoup de patients du Moyen-Orient.
où là, le lait de chamel est disponible. On peut voir des résultats. En Israël, ils ont aussi maintenant une firme qui fait du lait de chamel. Il y a une communauté juive importante à Londres, ouais, tout ça. Mais bon, en pratique, je ne sais pas si vous aurez du lait de jument, vous allez trouver, mais du lait de chèvre, qui est assez facile à trouver. Bon, si ça ne fonctionne pas, bon, il faut passer aux laits végétaux. Pourquoi pas du lait de soja, parce que finalement, ce qui compte, c'est quand même d'essayer de solutionner cet eczéma, mais des laits de soja, évidemment, qui ne sont pas sucrés, qui ne deviennent pas des friandises. Vous pouvez aussi, évidemment, aller vers des laits très hydrolysés, hein, qui parfois sont moins allergisants que le lait normal, hein, donc des laits médicalisés, si vous voulez, où les protéines sont découpées fortement de façon à enlever le caractère allergénique. Très bien. Alors, est-ce que la figue de Barbarie contient naturellement la berbérine contre l'hélicobacter pylori? Non, non. Donc la berbérine, là c'est une analogie de nom, pourquoi pas, mais la berbérine, si vous voulez, est un alcaloïde qui vient de toute une série de plantes différentes, mais dont les principales appartiennent au genre botanique qu'on appelle Berberis. C'est de là que vient le mot berbérine. C'est pas vraiment une plante que vous allez récolter dans la nature. Hein, ça va pas être possible par ce biais-là. Vous devez acheter en magasin naturel ou via un web shop spécialisé en compléments alimentaires, des gélules de berbérine, qui est donc l'alcaloïde extrait de ces plantes. Mais la berbérine est un alcaloïde utilisé en médecine chinoise depuis 5000 ans, fortement recherché. Enfin, je veux dire, il y a énormément d'études là-dessus, mais beaucoup viennent d'universités chinoises. Et qui a des propriétés vraiment impressionnantes. C'est un antimicrobien intestinal très puissant, très spectaculaire, mais c'est aussi anti-inflammatoire, antioxydant, hypocholestérolémiant, hypoglycémiant, hypoinsulinémiant, hypotriglycéridémiant. Alors, c'est un antioxydant très puissant. Je ne sais plus tous les anti que j'ai dit, c'est anti-tout, ça a des propriétés anti-cancer. Enfin, c'est un monstre. Hein. C'est un monstre. C'est une panacée remarquable que j'utilise énormément. Bon, il y en a sur mon bureau. Voilà, c'est cette couleur-là. Oui. J'en prends moi-même assez souvent. Et c'est tout un domaine. Mais bon, voilà, de nouveau, c'est à trouver des gens qui savent vous conseiller. Vous comprenez bien que ce n'est pas dans un webinaire d'1 heure. Ça, c'est mon chat. Mais il a décidé de ne pas venir nous perturber. Dans un webinaire d'1 heure où on peut avoir une solution médicale. Mais l'idée ce soir, je crois, c'est de vous inspirer à faire vos recherches et à trouver des gens dans votre région ou par Internet, hein, parce que bon, vous savez, l'Internet, c'est en train de prendre, on n'est plus nécessairement obligé de s'asseoir autour d'une table, hein. On peut aider les gens à distance, c'est d'ailleurs autorisé maintenant, officiellement, et en plus, ça limite évidemment les risques sanitaires, donc voilà, c'est parti. Alors, une autre question, donc je pense qu'on ne va pas trop tarder. Le syndrome néphrotique chez l'enfant aura-t-il un lien avec l'intestin ou l'alimentation? Bon, le syndrome néphrotique, là, on est quand même dans la pathologie véritable. Comme ça, en première réflexion, pas nécessairement. Pas nécessairement. Maintenant, je ne vois aucune pathologie diagnostique classique avec quand même des conséquences potentiellement dommageables pour la santé, donc des vraies préoccupations de maladie, dans lequel on rejetterait l'idée qu'une approche
naturel où on s'occupe de l'intestin, où on s'occupe de l'alimentation, n'aura forcément aucun intérêt. Donc, on pourrait toujours aller voir de ce côté-là, s'il y a des dysfonctionnements, les corriger et voir si on obtient une amélioration. Maintenant, dans ce cas précis, bon, ce n'est pas quelque chose avec quoi on vient me trouver et je ne me sentirais pas spécialement à l'aise avec ça. Hein. Mais de là à dire qu'il n'y a aucun rapport, vous savez, tout va finir par avoir un rapport avec l'intestin et donc forcément avec ce qu'on mange. Je reproduis ce que vous avez suggéré tout à l'heure, on est ce qu'on mange. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de tout aborder là parce qu'on arrive à ton terme. Donc, on va parler maladie de Crohn, mais ça fait toute une thématique. Hein. Ça peut être une prochaine thématique, la maladie de Alors, Crohn. mais ça, c'est une bonne question. Quelle est l'alimentation à adopter dans le cas de la maladie de Crohn? Ça, c'est la question que tout le monde pose au gastro-entérologue et la réponse du gastro-entérologue, typiquement, est la suivante, tout ce que vous voulez. Eh bien, ça, personne ne le croit. Le patient ne le croit pas. Cette dame ne l'a probablement pas cru. Elle n'a peut-être pas osé poser la question parce que parfois on n'ose pas. Et donc forcément, il y aura des adaptations alimentaires. De nouveau, du cas par cas. Bon, vous commencez à connaître ma réponse. Mais comme c'est une maladie auto-immune, d'office, pas de gluten. Ça, garantie, pas de gluten. Mais attention à comment vous allez remplacer le gluten. Mais jamais de gluten dans les Crohn. Et parfois, ça aide, mais c'est difficile. Hein, la maladie de Crohn, c'est redoutable. En général, pour des maladies inflammatoires intestinales, le Crohn et la rectocolite ulcéro-hémorragique, pour les cas légers, bon, on a des bons résultats avec des médecines douces. Mais pour les cas difficiles, il faut faire les deux approches. Il faut faire l'approche classique avec toute la médication classique qui est lourde, mais qui est nécessaire pour aider les gens. Et il faut travailler sur le terrain à plus long terme pour essayer de trouver une solution à long terme, parce que la médecine classique n'apporte pas cette solution à long terme, elle soulage, mais elle ne soigne pas la cause, et de faire toutes ces recherches alimentaires, pourquoi est-ce que l'intestin est poreux, et il faut soigner ces intestins-là. Mais c'est tout un travail. Mais évidemment, pas de gluten. J'enlève toujours le gluten chez mes patients souffrant de maladies auto-immunes et donc de Crohn. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Nous avons dépassé déjà le temps. Donc, c'est très intéressant pour repartir une table ronde. Donc, voilà, on vous propose aussi. Il y a des questions qui méritent beaucoup plus ben voilà, du cas par cas. On ne peut pas y répondre directement. Oui, puis alors, bon, forcément, des cas très personnalisés comme ça, ben, il faudrait poser beaucoup plus de questions pour commencer à réfléchir à des réponses. Et puis, à un moment donné, ben, il faut passer par des tests parce que tant qu'on n'a pas extrait des informations spécifiques de la personne, on ne peut pas apporter des réponses concrètes. Mais bon, l'idée aujourd'hui, c'était de donner des pistes, de donner des thèmes de réflexion. Ce n'était pas de soigner quelqu'un en direct. Hein, d'accord. Eh bien, écoutez, on remercie docteur Mouton d'avoir bien répondu, de nous avoir éclairé, sachant qu'on a compris l'impact du microbiote intestinal humain sur la santé. On a compris le rôle qu'il joue dans le développement des maladies chroniques, telles que les maladies inflammatoires et les maladies auto-immunes. Donc, on a aussi privilégié, bon, notre association hein, a une vision de privilégier tout ce qui est médecine naturelle. Hein, donc, on a eu des conférences avec les naturopathes, avec les médecines alternatives. Mais comme vous venez de le dire, c'est à la personne d'aller chercher, de se documenter. Donc, nous partagerons le site du docteur Mouton ainsi que ses ouvrages. Hein. Nous pouvons également reproposer une autre émission. Je rappelle juste que demain, nous aurons une autre intervention. C'est l'hypersensibilité qui est aussi, voilà, ce sera avec docteur Liliana Correa qui est psychiatre parce que c'est aussi une thématique qui intrigue et qui cause pas mal de dégâts. Donc nous allons nous arrêter là. Je remercie chaque participant et participante. Nous remercions docteur Georges Mouton en espérant qu'on allait le retrouver pour une autre thématique. Merci bien, docteur Mouton. Bravo pour votre dynamisme. Je vois que ce groupe est très actif et il faudrait plus de groupes comme ça pour faire évoluer la santé de la population. Tout à fait. Donc l'important, c'est de faire circuler l'information.
c'est de permettre aux personnes d'avoir une vision éclairée et d'être acteurs de leur propre santé. Donc faites vos recherches, allez voir YouTube, allez voir les vidéos, sachant que voilà, nous avons invité plusieurs médecins sur différentes thématiques. Nous avons aussi différentes, comme vous avez dit, docteur Georges Mouton, on ne peut pas être l'un contre l'autre, mais essayer du cas par cas. C'est des personnalisés parce que l'être humain, il est unique. On ne peut pas donner de recettes miracles. Donc c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est vous pousser, motiver, promouvoir l'information pour que vous-même, vous cherchez la meilleure méthode pour vous soigner au mieux. Mais il y a des solutions, donc vous venez de le dire, des solutions forcément médicamenteuses, mais il y a des solutions. Voilà, donc on va en finir là. Parfaitement d'accord. Tous les participants. OK, Merci à vous, docteur Mouton. Merci beaucoup pour le temps que parfait. vous avez accordé, sachant que vous avez eu une longue journée hein, de, voilà, de consultation. Mais il était bon de comprendre que, eh bien, il y a des recherches de fait et puis qu'on a compris que, eh bien, il faut s'intéresser à notre intestin, à sa santé pour comprendre justement que notre santé elle est liée à ces intestins qui sont plutôt les cerveaux. Hein. Donc le cerveau est plutôt l'intestin et le contraire. Merci bien, docteur Mouton, et en vous souhaitant une bonne soirée. Également, merci à vous. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci à tous.